On retrouve l'ours dans des récits de tradition orale, notamment dans les récits d'enlèvement de femmes, avec le récit de Jean de l'Ours, etc. L'ours est associé à des rites et des fêtes, les fêtes de l'ours qui existent toujours, du côté de la Catalogne par exemple, en Sibérie aussi. Et cette place centrale de l'ours est due au fait que cet animal avait une place forte et une représentation symbolique très, 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 très puissante en fait pour ces sociétés humaines-là. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. La vie peut être à la fois magique et challengeante. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite, à travers cette émission, mettre en lumière les solutions qui s'offrent à toi pour profiter d'une vie transformatrice, infaillible, fructueuse, épanouissante, sans aucune limitation et littéralement digne d'être racontée à la façon d'un conte de fées. Il était donc une fois une vie, et une émission en l'occurrence, pleine d'invités d'horizons tous autant différents et passionnants les uns que les autres. Tous viendront nous raconter leur histoire. Et je te partagerai moi aussi mes propres expériences en ce qui concerne la spiritualité, la santé mentale, physique et émotionnelle, mes approches pour vivre une vie dévouée à ta mission et à tes valeurs. La mienne de mission, c'est de t'accompagner à vivre en équilibre et en harmonie avec la personne que tu aspires à être. C'est de cette façon que, un curieux à la fois, je m'en vais rééquilibrer les énergies du monde entier. Si tu veux soutenir cette mission, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et à suivre l'émission sur Facebook, Instagram ou LinkedIn en cherchant Podcast Once Upon a Life tout attaché. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller visiter mon site à bengananda.com. Donc, si tu es prêt à atteindre tous tes rêves, j'espère que tu nous rejoindras et que tu feras passer le message à tous ceux que tu connais qui pourraient bénéficier de ce soutien. Merci de ta présence, elle me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Salut, je suis super heureux de te retrouver pour ce premier épisode de l'été. Et qui dit été, dit farniente, vacances pour la plupart d'entre nous. Peut-être pas pendant tous les mois de l'été, mais en tout cas on aura un peu de vacances. Et elles vont faire du bien celles-ci. Des journées plus longues, et du coup plus de temps, et aussi plus d'occasions pour regarder les étoiles. Quand je regarde des étoiles, quand je regarde le ciel, je suis tiraillé entre deux émotions. L'émerveillement et aussi un peu l'anxiété. L'émerveillement de voir tout ce qui m'entoure et de voir la beauté de tout cet univers. Et aussi un peu d'anxiété à me rendre compte qu'on n'est rien au milieu de tout ça. Qu'on est juste une petite fourmi, et encore plus petit d'ailleurs, mais une petite fourmi à l'échelle de tout l'univers. Évidemment, si je te dis ça, c'est que ça a un rapport avec l'épisode d'aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir et même un honneur que je te partage l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode qui est dédié à l'influence de nos coutumes et aux interprétations de notre ciel et de l'univers. Mélissa Abbès, notre invitée d'aujourd'hui, est une bibliothèque de savoir à elle toute seule. Ça a été fascinant de partager ce moment avec elle et de l'écouter nous partager son expertise. Mélissa est chercheuse indépendante en astronomie et en sciences humaines. Elle fonde l'Observatoire astronomique Stellarius en 2018. Le premier observatoire itinérant en France a créé une passerelle entre sciences et sciences humaines, et par là a étudié l'astronomie dans sa dimension anthropologique. C'est avec son observatoire Stellarius que Mélissa nous invite donc à comprendre un peu plus ce que le ciel a à nous offrir. Ses passions se situent autour de ces sujets. Le ciel, les étoiles, les constellations, les planètes, du point de vue de la science, mais aussi de l'anthropologie et de la littérature orale, comme les contes, les mythes et les légendes. Elle est vraiment passionnante à lire et à écouter. Et son point de vue si unique va nous aider à en apprendre un peu plus sur nos sociétés humaines. Au-delà de cette envie de partager avec nous ces histoires fascinantes, elle choisit de fonder cet observatoire de manière itinérante dans un but, notamment, éco-responsable, et aussi dans le désir de se rapprocher au plus près des populations locales. C'est la réponse
que j'ai trouvée à mon besoin d'engagement. Ça, c'est ce qu'elle nous dit. Et c'est tout à son honneur. Sa manière de voir les choses m'a littéralement bouleversé et me rappelle aussi à quel point un nouveau monde est possible. Engagée vers l'humain, elle a fait le choix de sillonner le Var et la France pour faire découvrir ou redécouvrir notre patrimoine céleste en partageant des connaissances scientifiques et aussi des histoires. Elle se donne pour mission de rallumer les étoiles, mais pas seulement dans le ciel, comme elle le dit si bien. L'épisode que nous avons enregistré ensemble était d'ailleurs tellement riche qu'il méritait de t'être présenté en 2 parties. Donc, dans la partie d'aujourd'hui, on va parler ensemble des représentations différentes du ciel en fonction de nos continents, du pouvoir des contes de tradition orale, de la façon dont on allie astronomie et écologie, de comment être acteur d'un territoire auprès des populations, de comment observer le ciel pour se rendre compte de la beauté de l'univers, mais aussi des origines anthropologiques des récits de tradition orale, et de comment il est possible de rendre accessible la connaissance par la démocratisation du savoir. J'avais hâte de te présenter cet épisode et nous y voilà enfin. Et sans plus attendre, accueillons Mélissa Abès. Bonjour Mélissa, bienvenue. Bonjour Ben. Je suis super content de t'accueillir. Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir d'être là, de partager ce moment avec toi. Ouais, super. Ça fait un petit moment qu'on s'était dit qu'on le ferait, donc je suis très très content qu'on y soit. Exactement. Super. Alors, écoute, pour commencer, je vais te poser une question. Et cette question, c'est quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert? Ça, c'est une très bonne question. Je dirais que le dernier cadeau que la vie m'ait offert, est-ce que ça peut être une sorte de micro-leçon de vie? Ah évidemment, avec Ouais, plaisir. ça peut être bien du coup. Donc dernièrement, en fait, sur les réseaux sociaux, j'ai fait le choix de sortir de la majorité silencieuse et de prendre le temps de commenter ou de partager quand je trouve des photos ou un texte ou les travaux de quelqu'un d'autre assez sympa. Et donc dernièrement, je suis sortie de cette réserve et ce qui m'a profondément touchée, c'est que la personne en face qui a reçu mon message, ce message a généré pour elle vraiment une joie et un plaisir incommensurable, et je ne pensais pas qu'une toute petite action pouvait générer une aussi grande, en fait, un aussi grand bien-être, un aussi grand bonheur, etc. Et donc, on va dire que le cadeau que la vie m'a fait dernièrement, c'est ça, de comprendre en profondeur qu'en fait, toutes nos actions, y compris les plus petites, peuvent avoir des répercussions positives pour les autres. Génial, Voilà. c'est super comme cadeau. Je te sens vachement pas sensible, mais je te sens très empathique en fait. J'ai l'impression, et c'est très très beau à voir et à ressentir. Enfin voilà, c'est tout. Je voulais te le dire. Merci, c'est gentil. Du coup, tu fais donc de l'astronomie, mais qu'est-ce qui t'a amené à l'astronomie justement? Alors, c'est une question intéressante. Je ne me destinais absolument pas à l'astronomie. À l'origine, je voulais être écrivain. Ça, c'était mon grand rêve. Ça l'est toujours. On ne sait jamais ce que la vie me réserve. Tout à fait. Et puis, en fait, je me suis orientée. Moi, je viens vraiment des sciences humaines. J'ai étudié la pédagogie, et notamment les pédagogies dites alternatives pendant de très longues années. J'ai même passé plusieurs diplômes dans ce domaine-là. J'ai étudié l'histoire de l'art, l'archéologie et la théologie. Par la suite, je me suis intéressée à l'anthropologie et la sociologie, donc vraiment un cursus lié aux sciences humaines. Mhm. Dans ce chemin-là, l'astronomie occupait une place à titre de loisir. J'observais le ciel depuis que je suis gamine, j'aime ça. Voilà. L'été, avec mes amis sur le stade de mon petit village du Centre-Var, à regarder les étoiles. Donc ça a commencé là. Jusqu'au jour où j'ai créé l'Observatoire astronomique itinérant Stellarius, à la fois pour répondre à mon besoin d'engagement écologique et parce que je trouvais intéressant de créer une passerelle entre le domaine de la science, dite dure, dont l'astronomie fait partie, mais également d'étudier l'astronomie dans sa dimension anthropologique, sociologique.
Et je trouvais que les deux pouvaient très bien se marier et donner quelque chose d'assez original et d'assez profond aussi. D'accord. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'astronomie. Super. Et tu parlais de la mythologie, je crois, anthropologie et tout ça. Ça Oui, fait un lien avec ce que tu proposes, je trouve. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est autant, qui partage autant des mythes et des contes. Et c'est aussi la première fois où, j'ai envie de dire, ça me touche autant. Parce qu'effectivement, on apprend beaucoup de choses avec les contes, en fait. On s'en rend pas compte, oui, mais. oui, oui, c'est vrai. Ceci est dû aussi au fait que le conte porte en lui du symbolisme, en fait. Mm. Enfin, disons que si on devait faire du lien, on vit dans une société, nos sociétés occidentales sont des sociétés de l'information où le symbolisme a perdu de sa force et sa place aussi. Or, les contes, et là, quand je parle de contes, je parle de contes de tradition orale, c'est-à-dire des récits qui se sont transmis de bouche à oreille Mhm. au cours du temps, qui ont transcendé les frontières, les guerres, les périodes, etc. Je ne parle pas de contes qui ont été réécrits à l'apéro, etc. Je parle vraiment de contes Ouais. de tradition orale. Et ces contes-là sont encore aujourd'hui une matière vivante de par les motifs qu'ils véhiculent et le message qu'ils apportent, parce que ces récits-là, que ce soit un conte, un mythe, une épopée, parlent de notre humanité. Et c'est en ça que ça résonne autant pour nous. Ok. Cool. Ça marche. De toute façon, on va en parler un peu plus après, mais ouais, je trouve ça fascinant. Et tu parlais du coup d'observatoire itinérant. Oui. C'est la première fois que j'entends ça aussi. Tu peux nous dire comment ça t'est venu cette idée et comment ça marche au final? Alors, comment l'idée est venue? Je venais de valider en fait une habilitation à ouvrir une structure Mhm. comme un observatoire. Voilà. Donc je venais de sanctionner cette habilitation et je me suis aperçue, et ça c'est la sociologie qui m'a aidée en ce sens, c'est-à-dire que tous nos territoires sont parcourus par des dynamiques sociologiques, socio-économiques, socio-éducatives, etc. Mhm. Et je me suis aperçue en fait que l'observatoire fixe comme il est pensé traditionnellement, c'est-à-dire un observatoire dans un coin préservé de nature, loin de la pollution lumineuse, en général aux abords des villes, dans une structure en pierre, en dur, avec une coupole, etc. Eh bien, je trouvais que ce modèle-là n'était pas suffisamment agile et n'était pas un modèle suffisamment bien adapté, ni écologiquement parlant, ni humainement parlant. Mhm. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en faisant le choix d'un observatoire itinérant, l'itinérance permet en fait de ne pas être sur le territoire, mais dans le territoire, d'être un acteur du territoire et de créer des dynamiques dans ce territoire auprès des populations, des publics, auprès des structures et d'être aussi au plus près de ce qui s'y passe et donc d'être comment je dirais, une sorte d'observateur privilégié, en fait, tu vois, Mhm. de ce qui se passe sur les territoires, notamment le mien, qui est un territoire rural, Ouais. qui n'est pas doté de la même façon qu'une ville, par exemple, en termes de culture, etc. Et donc, l'itinérance est venue de là, en fait, d'essayer de simplifier l'observatoire, de faire en sorte que l'impact écologique soit réduit, puisque là, c'est moi qui me déplace dans les lieux avec une voiture et tout le matériel et non pas le public. Donc le public est déjà sur place. Donc ça réduit aussi l'utilisation des véhicules, etc. On n'est plus sur des mobilités douces. Et à la fois, ça me permettait d'être vraiment très agile dans le territoire, de pouvoir être au plus près des dynamiques, au plus près des populations et de pouvoir créer des propositions qui soient sur mesure et adaptées. Ok. Et du coup, tu accompagnes les gens, tu vois jamais les mêmes personnes au final. C'est ça, Ouais. Et exactement. tu as besoin de beaucoup de matériel ou comment dire? Ou alors Ça tu dépend. accompagnes les gens à regarder les étoiles simplement, à regarder le ciel. Alors ça dépend. J'ai à peu près un peu plus d'une dizaine d'instruments. Quand je Mhm. dis instruments, c'est télescope, lunettes, station de détection des météores, jumelles. Et quand je propose des événements, il y a toujours une partie d'observation à l'œil nu.
Ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est ce qui est accessible au plus grand nombre. On a tous des yeux. Ouais. Donc, ça nécessite pas voilà, un investissement ni coûteux, ni voilà, on peut tous regarder le ciel à un moment ou à un autre. Je veux dire, ça, c'est pas. D'où l'intérêt de permettre aux gens aussi d'avoir quelques rudiments sur l'observation à l'œil nu. Et ensuite, dans un second temps, on a aussi l'observation aux instruments. Et pourquoi? Parce que l'instrument est vraiment le prolongement de l'œil et que l'instrument permet d'aller voir plus loin. Et le fait d'aller voir plus loin, c'est ça aussi qui suscite de la connexion avec l'univers. Enfin, je veux dire, cette beauté-là de l'univers, moi, je trouve que l'univers est beau. Voilà, c'est mon postulat de base, on va dire. Ouais. Et il est beau à la fois dans les objets qu'il génère, je veux dire, mais aussi dans les histoires et les représentations que l'on peut s'en faire. Et c'est ça que j'aime en soirée, c'est vraiment que les gens y accèdent de façon la plus simple, c'est-à-dire avec son œil, et puis avec l'instrument qui, lui, va prolonger vraiment notre regard pour aller chercher quelque chose qui nous échappe. Et donc, ça permet de créer du lien, voilà, et donc c'est ça qui est assez fort. Ouais. J'ai l'impression que tu fais une métaphore de la vie. Au début, on regarde les choses de façon superficielle et après, on va au plus profond des choses et c'est là où on grandit et où on apprend des choses, quoi. Exactement. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant parce que je rebondis sur ce que tu dis. En fait, quelque part, oui, je fais de l'astronomie, mais la mission de fond, si tu veux, tu vois, de Stellarius, c'est qu'en fait, c'est juste de faire du bien aux gens. C'est vraiment d'ouvrir des espaces dans lesquels les gens ont la possibilité d'échapper à la pressure du quotidien et d'ouvrir des espaces dans lesquels les gens peuvent se reconnecter à eux-mêmes, à l'environnement qui les entoure, à leur histoire, à d'autres êtres humains. Hein, c'est souvent comme ça que ça se passe dans les soirées. Les gens viennent, ils ne se connaissent pas, et puis à la fin de la soirée, il y en a qui se font la bise. Voilà, ça échange. Enfin, c'est de recréer cette connexion, cette reconnexion-là. Et l'astronomie est un formidable vecteur de lien, hein, vraiment, vraiment. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient regarder les étoiles avec toi? Alors, c'est ce que tu disais, enfin, c'est ce que tu viens de dire, mais ça, c'est ce qu'on vient chercher inconsciemment. Ouais. C'est pas un besoin qui est nécessairement conscientisé. Souvent, les gens sont très curieux. Alors, il faut dire qu'en France, on a la chance depuis, on va dire, l'astronomie en France est démocratisée à partir des années 70, notamment par la création de beaucoup de clubs d'astronomie. Donc, il ne faut pas négliger aussi. Donc, il y a d'un côté les observatoires de mission, des observatoires voilà, qui abritent les astrophysiciens, astrophysiciennes et qui font un travail de mission. Il y a des observatoires dont la mission est davantage tournée vers la vulgarisation, ce qui est le cas de Stellarius, une partie vulgarisation, une partie recherche. Et puis les clubs qui sont, eux, dans le loisir. Mais il ne faut pas négliger l'apport de ces clubs-là depuis les années 70 qui ont fortement... comment je dirais, qui grâce à leur intervention, en fait, les clubs ont permis une très grande démocratisation de l'astronomie et a suscité l'intérêt du public. Et à partir de là, années 70, après, dans les années 90, on a la Nuit des Étoiles, France 2 et compagnie en France se saisissent de ça, ça va être diffusé à la télévision, donc ça va encore procéder à démocratiser davantage l'astronomie. Et jusqu'aux dernières découvertes, les exoplanètes, etc. Thomas Pesquet qui fait quand même un travail de vulgarisation assez important. Et tout ça, mis bout à bout, c'est cumulatif. Fait que l'astronomie, en France du moins, suscite un réel engouement, une curiosité très vive de la part du public. Quand tu parles de vulgarisation, tu parles de démocratisation aussi, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, vulgarisation, démocratisation du savoir. C'est le fait de rendre accessible vraiment la connaissance. Ouais. Ok. Donc, et c'est ça qui se passe, c'est que donc les gens viennent en soirée parce que on a cette chance d'avoir en France un vrai engouement pour l'astronomie, et donc les gens sont une réelle curiosité du ciel, de ce qui s'y passe, d'un point de vue scientifique. Je veux dire, une curiosité liée aux sciences dures qui
qui parfois peut rebuter parce qu'on imagine souvent que les sciences dures sont très techniques et qu'il faut avoir la bosse des maths, etc. Et c'est là où Stellarius se place de manière intéressante parce que le fait de faire le lien avec la dimension anthropologique, sociologique et les récits de tradition orale rendent l'astronomie encore plus accessible, encore plus... ça va faire travailler encore plus l'imaginaire, etc. Et là, vraiment, les gens s'y retrouvent, quoi. On est dans un combo gagnant. Ouais, c'est ça. On dit aussi avoir la tête dans les étoiles, et ça me fait penser au fait qu'effectivement, quand je pense à l'astronomie, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose de très simple et de très apaisant de regarder les étoiles simplement et d'être dans ses rêves. C'est pour ça qu'on dit la tête dans les étoiles, peut-être. Mais... Oui. Alors là aussi, c'est intéressant parce que pour une majorité de personnes, l'astronomie, c'est la rêverie, la détente. Voilà. Et puis ça se rattache au fait qu'on a toujours regardé le ciel, je veux dire, dans toutes les cultures. Je veux dire, regarder le ciel, ça s'est toujours fait. Ce qui est intéressant, c'est que pour d'autres personnes, le ciel, l'univers, c'est anxiogène. C'est vraiment, c'est terrifiant. Et ça, il faut aussi en avoir conscience quand on est sur le terrain, quand on est au contact du public. Et parfois, des personnes viennent en soirée et le fait d'observer des objets comme des nébuleuses, des galaxies qui sont très éloignées de nous, ça crée de l'anxiété. Et donc, il faut savoir aussi accompagner ça. C'est vrai que je ne sais pas comment je me sentirais si j'étais au milieu de ce vide qu'est l'univers, mais... Oui, mais c'est ça. et c'est parce qu'on a ce sentiment de... à la fois, on se dit on est dans cette espèce de vide et ça suscite une sorte d'émerveillement. On dit waouh, c'est balèze, quoi, tu vois un peu. Et d'un autre côté, on se dit on est au milieu de ce vide. Et là, qu'est-ce qui fait sens en fait? Qu'est-ce qui est mis en travail là? Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les contes, les légendes, les mythes, etc. Parce que ces récits-là mettent en travail cet espace de vide en fait. Ouais. Voilà. Justement, tu me disais pendant qu'on préparait l'épisode que on peut retracer l'histoire et les civilisations grâce au ciel. Tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, on peut retracer Alors, tu peux me redire ta phrase? Ouais, bien sûr. Qu'on peut retracer l'histoire et les civilisations grâce au ciel. Alors, je ne l'aurais pas formulé comme ça. D'accord. Je dirais que on peut partir d'un postulat qui est que toutes les sociétés humaines ont observé à un moment ou à un autre le ciel. Et chaque société humaine, de par ses représentations, a créé des récits qui y sont rattachés, qui peuvent être mythes, légendes, contes, etc. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en étudiant à la fois les récits de tradition orale, mais également la culture qui a produit en fait ces récits, les deux ensemble nous permettent en effet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure connaissance de la société humaine qui est à l'origine de ces représentations et de ces récits. Je ne sais pas si je suis claire là, du coup. Dis-moi s'il y a besoin que je sois plus claire sur certains points. Il n'y a pas de problème. N'hésite pas à me reprendre. Avec plaisir, je te dirai. Ouais, on pense aussi au nom des constellations, par exemple. Si elles ont un nom en particulier, ça vient peut-être d'une civilisation en particulier. C'est peut-être là, dans ce sens-là aussi où on peut retracer l'histoire, comme je le disais moi, mais c'est pas le bon mot, mais voilà. C'est pareil, je rebondis aussi sur le mot civilisation qui suppose donc civilisation, être civilisé. Moi, je préfère le terme société humaine, qui me paraît plus juste dans ce contexte-là. Mais en effet, donc on part de l'idée que chaque société humaine va générer des représentations du ciel, y compris des constellations, et donc d'une culture à l'autre. Chaque société humaine produit donc de la culture, avec des rites, des coutumes, des croyances, etc. Et en effet, donc, les constellations sont amenées à changer d'une culture à l'autre. Parfois pas. C'est le cas, par exemple, de la grande ourse. Si c'est une ourse, ce n'est pas un hasard, ça ne sort pas du chapeau, comme on dit. Et le fait que ce soit une ourse, cette représentation-là se retrouve dans d'autres cultures de l'hémisphère nord, pour qui l'ours avait une place très importante, à la fois dans le culte, dans les croyances, dans les rites, etc. C'est-à-dire ?
Eh bien, l'ours a pendant de très très nombreuses, un très longtemps, été considéré comme un ancêtre pour certaines sociétés humaines, Ok. un dieu. On retrouve l'ours dans des récits de tradition orale, notamment dans les récits d'enlèvement de femmes, avec le récit de Jean de l'ours, etc. L'ours est associé à des rites et des fêtes, c'est le fête de l'ours qui existe toujours, du côté de la Catalogne, par exemple, en Sibérie aussi. Et cette place centrale de l'ours est due au fait que cet animal avait une place forte et une représentation symbolique très puissante en fait pour ces sociétés humaines-là. Mm. Si par exemple je traverse la Méditerranée et que je vais du côté du Maghreb, l'ours il n'y a pas de représentation en lien avec l'ours, et pour cause l'ours n'existait pas dans l'environnement immédiat de ces sociétés humaines-là. Ouais. Mais si par exemple j'étudie le ciel des Touaregs, dans le ciel, les représentations du ciel des Touaregs, on va avoir des chameaux, on va avoir des dromadaires, pas des chameaux, mais on va avoir toutes sortes des plantes, on va avoir tout ce qui concerne l'habitat immédiat va se retrouver dans ces représentations-là. Et l'ours, c'est pareil, puisqu'on a cohabité pendant de très longues périodes avec l'ours, et que l'ours est très proche de l'humain, morphologiquement parlant, je veux dire, le fait qu'il se mette debout, etc. Donc l'ours a vraiment suscité une très forte impression, je veux dire. Okay. Et c'est ce qui explique sa présence dans les représentations du ciel, notamment au travers de la grande ours. Ouais. Du coup, ça veut dire que si je vais au Maghreb, j'aurai pas de grande ours. Enfin, moi, je la verrai parce que je la connais, mais oui, là-bas, ils connaissent pas. Alors, ce sera l'astérisme de la casserole, c'est-à-dire la forme avec les étoiles, mais la représentation sera différente. Par exemple, dans les civilisations arabes, c'est un convoi funéraire. Il n'y a pas d'ours. Ah, ok, très bien. Oui, donc c'est pour ça, ça peut vraiment changer de façon aussi du tout au tout. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier ça, ces représentations-là, les récits qui sont rattachés, et puis faire le lien. Parce que on reste un peu sur la grande ours, parce qu'en général, c'est une constellation que tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu cette forme de casserole, etc. Mais oui, ça bouge vraiment d'une culture à l'autre, c'est pas du tout les mêmes représentations, et c'est passionnant, vraiment passionnant. Ouais, carrément. Au final, ça nous permet d'être encore plus en contact avec nos origines et de comprendre nos fonctionnements, nos sociétés, au fait. C'est ça, et je dirais que ça nous permet aussi de faire cette espèce de pas de côté, on va pas se mentir, on vit dans des sociétés, nos sociétés occidentales, encore une fois, c'est un fait, j'enfonce une porte ouverte, mais on fait de nous des individus très anthropocentrés. Et où le regard que l'on va porter sur le monde est un regard qui va être pétri de cette culture qui est la nôtre, qui est la culture liée au naturalisme, avec une forte séparation entre culture-nature, où les éléments qui constituent le monde sont soumis à des lois universelles, physiques, nous sommes composés par la chimie, etc. Mais cette façon de voir le monde, de porter ce regard sur le monde, de concevoir le monde qui nous entoure, n'est pas une conception partagée par tous. Et c'est quelque chose qui se retrouve très fortement en astronomie, dans l'étude de ces représentations. Un exemple concret, donc à l'heure d'aujourd'hui, les constellations qui composent notre ciel dans notre l'hémisphère nord, donc les constellations ne sont pas les mêmes en fonction de l'hémisphère, sont héritées, c'est un héritage gréco-romain qui a été fixé à peu près dans les années 30 par l'Union astronomique internationale. Alors, ce qu'il y a de génial, c'est que nous avons un référentiel commun à tous les astronomes de la Terre. On parle le même langage. Ça nous permet de nous comprendre et de savoir dans quelle partie du ciel observer quoi, etc. Mais ce faisant, ça a créé un modèle hégémonique qui a effacé les autres représentations du ciel. Et notre représentation à nous est une représentation liée aux lois universelles,
de la physique, etc. Donc, quand on étudie une étoile, on l'étudie dans sa composition chimique, on l'étudie dans toute cette palette-là. Or, il se trouve que ailleurs dans le monde, les étoiles ne sont pas considérées de cette façon-là. Les étoiles partagent une même intériorité avec les êtres humains. On peut parler aux étoiles, les étoiles peuvent interagir avec l'humain, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à C'est-à-dire fait. qu'on est vraiment dans des conceptions très différentes. Et c'est ça que je trouve aussi vraiment passionnant dans l'étude dans ce travail que je fais au sein de Stellarius. C'est d'aller aussi comprendre que notre manière de voir le monde n'est pas la seule façon de voir le monde et que notre façon de voir le monde n'est pas la seule et unique, voire le modèle type de ce que devrait être notre façon de le percevoir. Et ça, c'est hyper important. Et c'est tout ça qui se travaille aussi en soirée, parce que forcément, quand on est dans une soirée à observer le ciel, que bien sûr on va revisiter notre héritage gréco-romain, bien sûr on fait du lien avec ce que la science découvre au quotidien autour du ciel, bien entendu. Mais le fait d'aller parler de toutes ces autres façons de percevoir le ciel, de ce convoi funéraire là-bas dans les civilisations arabes, ou pourquoi c'est un renne dans les cultures sibériennes, ou etc., d'aller recréer du lien et tisser, j'aime bien le mot tisser, voilà, comme si on tissait, on retisse une toile, comme si, eh bien, ce que ça joue, l'enjeu, ce qui se travaille là, l'enjeu, ce qui va se polariser là, et qui est très, très intéressant, très riche, c'est que ça nous permet à nous d'adopter le fameux regard éloigné dont parlait Lévi-Strauss, qui est vraiment cette capacité à se décentrer de notre vision du monde, de notre culture, de ce qui nous pétrit, de ce qui nous construit, pour pouvoir faire un pas de côté et percevoir le monde autrement. Voilà. Tellement juste et tellement vrai ce que tu dis, c'est on peut pas tout connaître. On a tendance à se dire que la vérité c'est celle qu'on a en face de nous, mais dès qu'on prend une nouvelle perspective et qu'on voit les choses d'une nouvelle façon, on peut encore plus grandir. Et je trouve ça tellement réducteur de s'arrêter à la composition chimique des étoiles, puisqu'il y a tellement de choses derrière. Oui. Et puis après, ça peut être des fois une question de croyance, certes, et alors, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi ce qui nous fait vivre les croyances, donc... Oui, c'est ça, et on a vraiment un travail, il y a vraiment, l'astronomie se positionne vraiment en tant que science et sciences humaines, et amène vraiment ça à faire en sorte que, comment je pourrais dire, de dessiller le regard. C'est vraiment ce mot dessiller, le fait de quelque chose tombe, tu sais, on apporter un regard neuf sur les choses, et puis sortir aussi de cette construction très anthropocentrée, encore une fois, qui est l'apanage des sociétés occidentales, on ne va pas se mentir. Voilà, où le monde doit se... c'est comme si le monde devait suivre la trace de notre façon de faire, d'être. Or, c'est pas le cas. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'être comme ça. C'est pas un modèle que tout le monde souhaite, auquel tout le monde souhaite adhérer. Et l'astronomie permet de répartir, en fait, de réajuster ça, d'apporter une autre... quelque chose, de remettre de la diversité, de remettre... de la connaissance, de la réflexion, etc. dans ces représentations-là. Ça, c'est très important. Tout à fait. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a passionné autant que moi. Comme je te le disais au début, notre discussion était tellement riche qu'on a enregistré notre échange en 2 parties. Dans le prochain épisode, du coup, on continuera notre discussion en parlant de nos croyances et de tout ce que le simple fait de regarder les étoiles peut susciter en nous. Et on ne déroge pas à la règle. Mélissa t'a préparé un cadeau de fin d'épisode qu'on a hâte de te présenter et qui devrait te toucher autant que moi, il m'a touché aussi. Tu pourras retrouver tout ça à la fin du prochain épisode. En attendant, si tu as des questions ou des commentaires suite à cet épisode, tu peux contacter Mélissa ou moi-même sur LinkedIn ou Instagram ou alors aussi sur nos sites internet respectifs. Tous les liens ont été ajoutés aux notes de l'épisode et sur mon site à bengananda.com/24.
Je te remercie de ton écoute et de ton attention. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Donc, si tu veux soutenir Once Upon a Life, le meilleur moyen, c'est de me laisser une note et un témoignage sur l'application Apple Podcast, en allant tout en bas de la page de l'émission sur l'application. Ça l'aidera grandement à se faire connaître et à toucher le plus de curieux possible. J'ai à cœur de faire de ce podcast un réel espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans un épisode, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter son propre parcours merveilleux, et si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.